Bonjour à tous. Alors, je vous avais fait une petite vidéo précédemment sur la ville de Sergueï Posad, qui est très populaire en Russie pour ses monastères. Mais il faut savoir qu'à Moscou, eh bien, on ne manque pas non plus de monastères. Il suffit juste de taper sur Google Maps monastère Moscou pour voir qu'il y en a au moins plus de 26. Alors, ce ne sont pas tous des monastères, ce sont très souvent des églises qui ont eu un rôle par le passé de monastères. Mais il y en a quelques-uns quand même qui sont très très importants. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, je vais vous faire une petite série de, à mon avis, 1 ou 2 vidéos sur les monastères de Moscou. On va aller essayer d'en découvrir un ensemble tout de suite. C'est le monastère de Novodevitchi. L'histoire du monastère de Novodevitchi, c'est tout d'abord l'histoire d'un vœu. À l'ouest de Moscou, près de la frontière avec la Biélorussie, se trouve la petite ville de Smolensk. Et en 1500, alors que le souverain Vassili III régnait sur la Russie, il y a eu de sa part plusieurs tentatives de reprendre Smolensk, car en ces temps, Smolensk faisait partie des terres du Grand-Duché de Lituanie. Il y a eu de nombreuses tentatives qui ont toutes échoué. Alors, en 1514, debout face au mur protégeant Smolensk, Vassili III fit un vœu. Si, par la volonté de Dieu, j'obtiens ma patrie, la ville de Smolensk et le pays de Smolensk, alors j'établirai un monastère de jeunes filles à Moscou et en lui un temple au nom très pur. Le siège de Smolensk a commencé le 29 juillet 1514 et dès le lendemain, la garnison lituanienne qui protégeait la ville s'est rendue. Le 31 juillet, le peuple de Smolensk a prêté serment au prince de Moscou. Le grand-duc Vassili III n'oublia pas son vœu et 10 ans plus tard, le 13 mai 1524, en signe de gratitude pour la prise de Smolensk, il fonda un très grand couvent très pur avec une église, une cathédrale au nom de l'icône de Smolensk. L'avantage lorsque l'on fait une vidéo comme celle-ci sur un monastère aussi important que celui de Novodevitchi, c'est qu'il ne manque absolument pas de ressources. Effectivement, il y a énormément d'informations sur le monastère de Novodevitchi. Mais toute la difficulté ici est plutôt d'arriver à trouver les informations clés pour avoir une vision assez synthétique
de ce lieu. Et ainsi, il est très facile pour moi de pouvoir vous montrer de nombreuses photos historiques de ce lieu, bien avant l'arrivée de l'Union soviétique, et vous pourrez ainsi constater que dans quelques-unes des illustrations que je vais vous indiquer à l'écran, des cartes postales, même écrites en français, c'est pour vous dire à tel point que ce lieu était important, même à l'époque des tsars, au niveau de l'Europe et du monde entier. Dès notre arrivée, devant le couvent, nous pouvons voir une des principales églises de ce couvent. Il s'agit de l'église de la Transfiguration du Sauveur qui se situe au-dessus de la porte nord. Cette église a été construite entre 1687 et 1689. Ainsi, ce n'est pas la plus ancienne église du couvent, mais elle fait partie de celles qui sont les plus importantes. Cette église est encore active, mais nous ne pouvons pas y accéder car c'est l'église du métropolite Kroutitsi et de Kolomna. À l'extérieur, on peut constater qu'il y a de nombreux balcons qui ornent cette église. Les dômes de cette église, comme vous pouvez le constater, sont plutôt assez caractéristiques de l'art baroque ukrainien. Les fenêtres, quant à elles, à double lumière, confèrent à cette église un petit aspect festif. Le lieu de la création du monastère n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi dans le coude de la rivière Moskva, la rivière Moscou, à quelques pas du Kremlin, sur le champ de la Vierge, exactement là où, en 1456, les moscovites ont dit au revoir à l'icône de Smolensk. Car effectivement, il faut faire un petit bond dans le passé pour se souvenir qu'en 1456, Smolensk ne faisait plus partie de la Russie et à la demande de l'ambassade de l'évêque Mikhaïl de Smolensk, le grand-duc Vassili II le Noir rendit l'icône à Smolensk. Et nous voici ici, juste à côté de la cathédrale la plus importante du couvent. C'est la cathédrale de Smolensk. Cette cathédrale a été créée entre 1524 et 1525 pour pouvoir protéger l'icône de Smolensk. Il s'agit du plus ancien bâtiment de ce couvent de Novodevitchi. Son architecture est similaire à celle de la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou, bien qu'elles diffèrent par un certain nombre de caractéristiques, mais elles sont presque jumelles. Pour l'établissement de ce monastère, le grand-duc Vassili a accordé la somme de 3000 roubles d'argent. Le 28 juillet 1525, l'icône de Smolensk a été transférée du Kremlin au monastère de Novodevitchi lors d'une procession dirigée par Vassili III lui-même, ainsi que le métropolite Danil. En mémoire de ce transfert, une fête annuelle a été instituée avec une procession du Kremlin au couvent de Novodevitchi. Après un premier mariage qui ne permit pas à Vassili III d'avoir une descendance, Vassili III obtient une autorisation exceptionnelle pour un deuxième mariage, et ainsi, en 1526, le grand-duc épouse la jeune Yelena Glinskaya, fille du prince lituanien. De ce mariage naît alors Ivan le Terrible. Il a fallu l'arrivée de la dynastie des Romanov pour que la restauration du monastère commence ainsi que sa fortification. En 1656, le patriarche Nikon de Moscou montra le monastère au patriarche Makar III d'Antioche. Il affirma alors qu'en Russie, il n'y aurait pas de monastère plus riche que celui-ci. Le fils et compagnon du patriarche d'Antioche, le diacre Paul d'Alep, dit alors:
Les résidents du monastère, pour la plupart, d'une famille noble, filles nobles, leur visage brille comme le soleil. Vêtements de belle coupe, elles portent de longs voiles sur leur visage et leurs robes traînent jusqu'au sol. Le monastère possédait alors 15 000 âmes de serre et plus de 150 000 acres de terre répartis dans 36 villages dispersés d'Onega jusqu'à la basse Volga. Et depuis l'époque d'Ivan le Terrible, le monastère possédait également une cour au Kremlin. À la fin du XVIIe siècle, sous le règne de la princesse Sofia, un ensemble architectural a été créé autour de la cathédrale Smolensky. Également, je tiens à vous informer que dans ce monastère, il y a un très grand nombre d'églises et de cathédrales. C'est la raison pour laquelle, lors de cette visite, je parlerai simplement des églises principales de ce monastère. Voilà, donc je pense qu'on va traiter sans doute 2 ou 3 églises qui sont celles qui sont principales. Quant aux autres, elles sont quand même un petit peu plus anecdotiques dans leur fonction au monastère, donc je ne m'attendrai pas sur l'histoire de chacune d'elles. Autre élément important et emblématique de ce couvent, il s'agit du clocher. Le clocher a été créé entre 1689 et 1690, c'est-à-dire juste quelque temps après la création de l'église de la Transfiguration du Sauveur. Sa hauteur est de 72 mètres. À côté du couvent se trouve également le cimetière de Novodevitchi, lui aussi construit en 1524-1525. Actuellement, le cimetière de Novodevitchi fait référence à un nouveau cimetière dans lequel l'élite soviétique a été enterrée, car il y a eu, à l'arrivée de l'Union soviétique, un grand nettoyage de ce cimetière. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. La nécropole du couvent de Novodevitchi est aujourd'hui pratiquement oubliée, et sur les tombes abandonnées ou négligées, on peut retrouver quelques panneaux qui demandent aux proches de se rendre à l'administration du cimetière. Si les proches ne se présentent pas, alors ces sépultures seront liquidées au fil du temps. À l'époque de l'ère soviétique, lorsque la révolution d'octobre a embrasé toute la Russie ainsi que les futures républiques de l'Union soviétique, le statut du monastère de Novodevitchi a été aboli. En 1922, ce couvent a été alors transformé en un musée. Ce musée a été baptisé le musée de l'émancipation des femmes. Le but de l'exposition de ce musée était de révéler le rôle de la religion dans le processus d'asservissement des femmes et également de populariser l'idée selon laquelle la population féminine devait s'impliquer davantage dans le processus de production ainsi que les processus sociaux. Nous disposons malheureusement que de très peu d'éléments matériels quant à cette époque, quelques photos et quelques images de propagande, mais rien d'autre qui aurait pu nous éclairer davantage sur la constitution de cette fameuse exposition. Cependant, selon certaines sources, en 1926, ce musée a finalement été transformé en musée d'histoire et d'art du couvent de Novodevitchi. Il a été par la suite fermé en 1934 et certains de ses articles ont été transférés au commissariat du peuple et au commerce extérieur. Parallèlement, en 1929, un grand nettoyage a été opéré au sein du cimetière sur le territoire du monastère, à la suite duquel on a pu constater qu'environ il ne restait plus que 100 pierres tombales uniques sur les 2811. En 1934, le couvent de Novodevitchi est devenu une filiale du musée historique d'État. Pendant toute cette période, il n'y avait absolument aucun lien avec la religion. Tout n'était que musée. Et il a fallu attendre 1943
pour avoir un retour de la religion sur ce site, car c'est à l'automne 1943 que des cours de théologie ont été ouverts. En 1944, le portail de l'église de la Transfiguration a été ouvert et en 1945, l'église du réfectoire de la Dormition a été ouvert également, mais cette fois-ci pour le culte. Malgré les reprises de la vie religieuse dans ce site, la vie monastique de cet ancien monastère a été interrompue pendant 72 ans. Lors de ma recherche concernant le couvent de Novodevitchi, j'ai trouvé des informations et des anecdotes intéressantes. Si vous souhaitez vous rendre prochainement en Russie et d'acquérir des objets religieux tels que des cierges ou des châles, vous pourrez très facilement trouver sur les emballages ou sur les étiquettes la mention Sofrino. Sofrino, c'est une entreprise très importante en Russie et qui est spécialisée dans la conception d'objets religieux. L'histoire de l'entreprise Sofrino nous rattache immédiatement à l'histoire du monastère de Novodevitchi, car entre 1949 et 1961, dans les caves de l'église de l'Assomption, le clocher et les locaux annexes du monastère de Novodevitchi, on pouvait trouver les ateliers Sofrino pour la fabrication d'objets à l'usage de l'église. Alors initialement, c'était des simples ateliers, il n'y avait absolument pas de marque ou de nom tel que Sofrino, c'était des ateliers très très simples qui faisaient la production d'objets à l'usage de l'église. La fabrication de cierges, d'icônes, d'ustensiles d'église ainsi que de vêtements. Le personnel de cette petite entreprise était d'environ 80 personnes à cette époque. Puis, en 1980, avec l'autorisation du gouvernement, ces ateliers se sont implantés à Sofrino, d'où le nom actuel de l'entreprise Sofrino. Il y avait plus de 700 personnes. Aujourd'hui, Sofrino existe toujours. C'est environ 3000 personnes qui travaillent pour cette entreprise. Ainsi, on peut dire qu'au sein de ce monastère, une petite start-up religieuse de l'ère soviétique s'est bien développée et a beaucoup réussi. Mais ça, je pense que ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. À la fin de l'Union soviétique, le couvent est enfin revenu sous le contrôle de l'Église orthodoxe russe. Du moins, pas la propriété, mais simplement l'exploitation de ce couvent. À l'automne 1994, la vie monastique et la prière ont été restaurées au couvent de Novodevitchi. Mais la propriété du couvent est quant à elle restée
toujours sous le contrôle de l'État russe au travers de l'agence Rosimouchestvo. Il y a eu une demande en 2006 de la part du patriarche pour que ce couvent rejoigne le diocèse de Moscou. Et c'est seulement en 2010 que le premier ministre de l'époque, Vladimir Poutine, a transféré la propriété du couvent de Novodevitchi au diocèse de Moscou. Actuellement, dans ce couvent vit 30 religieuses. Autre information très importante concernant ce monastère, depuis 2004, l'ensemble architectural du monastère, formé au XVIe siècle et au XIXe siècle, n'ayant subi aucune modification importante, est aujourd'hui enregistré en tant qu'échantillon exceptionnel du baroque moscovite et il a été placé sous la protection de l'UNESCO et déclaré propriété de l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo sur le couvent de Novodevitchi. Comme vous avez pu le constater tout au long de cette vidéo, d'importants travaux de restauration du monastère étaient en cours, raison pour laquelle je n'ai pas pu accéder à la cathédrale principale du monastère, à savoir la cathédrale Smaliensky. Ce monastère est très ancien et comme les conditions climatiques en Russie, les étés très chauds, les hivers très très froids, ont un impact assez visible sur ce monastère, raison pour laquelle il y a régulièrement des travaux de restauration de ce type pour ce monastère. Cependant, je m'engage pour l'été prochain ou l'été suivant, lorsque les travaux seront terminés, à vous faire de nouveau visiter ce monastère sous la forme d'une vidéo 4K, balade 4K muette, pour pouvoir vous faire apprécier ce lieu davantage une fois que les travaux seront terminés. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'un autre monastère dans la région de Moscou. Spasibo вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.